C'est la grande édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Provocation stratégique ou pari suicidaire. Le Hamas répète qu'il ne désarmera pas. Le mouvement terroriste palestinien s'expose à l'impatience des États-Unis et d'Israël. Washington pourrait annoncer une date butoir pour cet objectif du dépôt des armes. Le compte à rebours est-il lancé alors que d'autres options sont à l'étude, dont l'exil pour les terroristes? Dans l'ombre, le Hamas préparait un plan pour mieux contrôler le djihad islamique à Gaza. Le point sur cette phase 2 du plan Trump, désormais compromise au moment où les funérailles du héros, Ran Gvili, on y reviendra, se déroulaient dans le sud d'Israël. L'autre compte à rebours, celui de la peur. Ultimatum de Donald Trump. Le temps est compté, dit-il, avant une offensive américaine en Iran. Au vu de l'ampleur du déploiement, peut-on encore imaginer un bluff de la part des États-Unis? En face, Téhéran promet une riposte massive, une guerre totale. Israël est bien sûr dans le viseur des ayatollahs, mais la guerre psychologique va bien plus loin. Le régime tente de raviver son axe chiite, notamment les Houthis du Yémen, prêts à instaurer le chaos en mer Rouge. Autre paramètre, l'inquiétude des pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, qui refuse toute attaque contre l'Iran depuis son territoire. Et puis le temps des règlements de compte entre Binyamin Netanyahou et Joe Biden. Le Premier ministre israélien accuse l'ancien chef de la Maison-Blanche d'être responsable de la mort de soldats de Tsahal. En cause, l'embargo partiel décidé par l'ex-président démocrate sur les armes lourdes vendues à Israël. La séquence remonte au printemps 2024 en pleine tension autour de l'offensive à Rafah. Réaction immédiate de l'ancien conseiller de Biden, Amos Hochstein, qui accuse le Premier ministre israélien de mensonges et d'ingratitude. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Avant de revenir sur ces enjeux brûlants, on va ouvrir cette édition avec cette émotion nationale. Israël a donc rendu ce mercredi un dernier hommage à son héros. Ran Gvili repose désormais dans son village de Métar, dans le sud du pays. Étaient présents pour ses funérailles tout à l'heure les plus hautes personnalités de l'État. Avant cela, une foule l'avait accompagné tout au long de son dernier voyage. Image forte commentée par Déborah Benaï. Peu avant 9h ce matin, à la base militaire de Choura, dans le centre d'Israël, les forces de sécurité accompagnent Ran Gvili vers sa dernière demeure. Son père et son frère, très émus, récitent le Kaddish, la prière des morts. Le cortège se dirige ensuite vers Meitar, dans le sud du pays, où Ran reposera. Sur le chemin, des milliers de personnes sont venues rendre hommage à Ran. Et autant ont tenu à participer aux funérailles du héros d'Israël. Tout le peuple d'Israël et le monde entier connaissent ton histoire. Je suis si fier d'être ton père. Tu me manques à chaque seconde, à chaque minute. Je t'aime, nous t'aimons, tu nous manques. Merci à tous pour l'honneur que vous lui rendez. Sa maman a aussi tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont permis de ramener le corps de Ran. Mon Rani bien-aimé, je te promets que, en grande partie grâce à toi, le peuple d'Israël s'est souvenu que malgré nos désaccords, nous sommes une seule nation, grande et forte. La quantité d'amour est infinie. Tu es sorti pour protéger tout le monde et tous sont dignes de ton sacrifice. 700 soldats t'ont cherché, t'ont trouvé et t'ont ramené. Il n'existe pas d'autre nation comme celle-ci dans le monde. Sa sœur, en larmes, a fait écouter un enregistrement de la voix de Ran, lui disant « Ne t'inquiète pas ma sœur, tout va bien ». Dans la foule, de nombreux politiques sont présents. Parmi eux, le Premier ministre et le président de l'État. Rani, héros d'Israël, repose désormais sur la terre d'Israël. La fermeture de sa tombe scelle la douloureuse réalité de la présence d'otages israéliens à Gaza. En tant que président de l'État d'Israël, je demande pardon de ne pas avoir été là pour lui et que vous ayez dû attendre si longtemps son retour, comme de nombreuses familles. Le 7 octobre, Ran Gvili, 24 ans, aurait pu rester chez lui car il s'était cassé l'épaule une semaine avant. Mais il ne concevait pas de laisser ses frères d'armes seuls pour défendre le pays. Il a éliminé 14 terroristes et a sauvé de nombreuses vies avant d'être tué. Son corps a ensuite été emmené à Gaza. Il a été rapatrié ce lundi par les forces de Tsahal après 2 jours intensifs de recherche. Émotion et donc cette opération de rapatriement effectivement hors du commun. On va s'intéresser maintenant à la situation en ce moment dans la bande de Gaza. Plus un seul otage israélien dans ce territoire et un avenir toujours aussi incertain. Bonsoir Jonathan Serrero. Bonsoir David. On en parle avec vous. D'abord, si le message n'était pas assez clair, le Hamas réaffirme là aujourd'hui son refus de déposer les armes, comme le prévoit pourtant le plan de Donald Trump. Oui, c'est le plan de Donald Trump, c'est la phase 2 du plan Trump, des accords de Sharm el-Sheikh. Le Hamas s'était engagé auprès de Steve Witkoff et Jared Kushner, les émissaires américains au Proche-Orient, à déposer les armes.
et le Hamas, comme d'habitude, je dirais, faillit à ses responsabilités, à ses engagements. On en a l'habitude. Il y a eu des déclarations de hauts responsables d'organisations terroristes palestiniennes qui ont indiqué qu'ils ne voulaient pas se séparer de leurs armes en raison de la présence israélienne toujours du côté de la bande de Gaza. Mais il y a aussi les menaces de Donald Trump, du président des États-Unis, pas plus tard que la semaine dernière, du côté de Davos, qui a indiqué que si le Hamas refusait de déposer les armes, alors l'enfer se déroberait sous les pieds de l'organisation terroriste palestinienne. Le président Trump qui va fixer une deadline, un ultimatum au Hamas dans les prochains jours, un peu comme il l'avait fait avec le Hezbollah et le gouvernement libanais. Il y a eu une discussion aussi avec le Premier ministre Netanyahou, une discussion à 4 entre le président Trump, Benjamin Netanyahou et Jared Kushner et Steve Witkoff pour discuter de cette phase 2, notamment pour discuter de la réouverture du point de passage de Rafah, peut-être dès dimanche, supervision israélienne, collaboration avec l'Égypte et collaboration aussi avec l'Union européenne pour fluidifier notamment les allées et venues de ces personnes. Ce point de passage de Rafah qui rouvrira uniquement pour la circulation des personnes, les entrées et les sorties. Point de passage de Rafah qui se trouve sur la partie sud de la bande de Gaza, qui sépare la bande de Gaza avec l'Égypte. Effectivement, donc du travail en perspective pour surveiller ce checkpoint. Concernant la situation interne, Jonathan, dans la bande de Gaza en ce moment, il y a plusieurs éléments, dont, on le disait, un plan du Hamas pour mieux contrôler son rival et allié aussi de circonstance, c'est le djihad islamique. Hamas est sous pression. On comprend au travers de ces informations qui ont été publiées et révélées par la chaîne d'information et la chaîne publique israélienne Kan. Le Hamas reproche au djihad islamique les opérations qui ont opposé notamment l'organisation terroriste palestinienne, du djihad islamique qui est d'obédience pro-iranienne, plus pro-iranienne que le Hamas, plus proche de la République islamique. Les opérations qui opposaient donc le djihad islamique avec l'État d'Israël lors de la période 2020-2022, notamment une divergence entre les actions politiques du djihad islamique et la réalité du terrain, notamment avec des tirs de roquettes contre le territoire israélien. Le Hamas aurait souhaité prendre le commandement général du djihad islamique pour centraliser les opérations dans la bande de Gaza. Or, on se souvient, David, que le Hamas n'avait pas voulu prendre part lors des opérations de la bande de Gaza pour se préparer à ce qui allait se passer le 7 octobre. Et cela, ça a été prouvé par des documents trouvés par les soldats israéliens, puisque c'est Yahya Sinwar, l'ancien chef du Hamas, qui l'avait souligné pour se préparer notamment aux opérations observées le 7 octobre, malheureusement. On y voit plus clair, hélas, maintenant. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, pour cette analyse. Nous sommes également avec un expert, Ori Sahar. Bonsoir et merci, directeur exécutif à l'Institut David de politique sécuritaire, IDSF, Abitronis Team. Alors, est-ce qu'on peut se dire tout d'abord que cette phase 2 du plan Trump, elle est compromise aujourd'hui? Les otages, c'est vrai, sont rentrés, mais le Hamas conserve ses armes. Impossible d'avancer dans ces conditions. Bonsoir David. Oui, alors d'abord et avant tout, il faut le dire que ce soir, on marque le retour du dernier otage israélien à la bande de Gaza, Ran Gvili. Alors ça nous permet, bien évidemment et heureusement, de planifier la seconde phase à la bande de Gaza d'une façon absolument différente. Ça dépend de façon moins pertinente de présence d'otages israéliens. Je vous rappelle qu'il y avait des centaines de soldats qui se sont occupés de la situation et des otages. Alors, à partir de ce moment-là, oui, on peut parler dans le langage de compromis, mais j'aurais préféré le langage d'arrangement de sécurité. Alors, tous les Palestiniens, vous avez mentionné le passage de Rafah tout à l'heure. Alors, tous les Palestiniens qui vont choisir soit de sortir, soit d'entrer à Gaza vont passer de filtrage, si vous voulez, screening, comme dans tous les aéroports, pour faire en sorte qu'ils ne sont pas dangereux, qu'ils n'appartiennent pas au Hamas. Le président Trump est d'accord avec l'État d'Israël qu'il faut démilitariser la bande de Gaza, qu'il faut démanteler le Hamas. Alors, à partir de ce moment-là, la question est the easy way or the hard way, que ce soit la façon facile ou la façon dure, mais ça va arriver.
Ça va arriver. Donc Israël, vous dites, est prêt à reprendre l'offensive face au Hamas d'un moment à l'autre. Il a la plus de latitude depuis le retour de Ranivili. Oui, bien heureusement. Oui, bien évidemment. Alors, c'est exactement ce le Premier ministre Netanyahou a dit qu'Israël est préparé de réoccuper des zones à la bande de Gaza. Tsahal est préparé de le faire, de résumer, résumer la bataille. La seule question est à quelle façon on va le faire. À quelle façon? Et moi, j'aurais recommandé de le faire de façon bien différente qu'on l'avait fait, c'est-à-dire d'attirer la population vers les îles humanitaires ou des centres humanitaires où le Hamas va plus avoir de contrôle sur eux, sur la population, et donc ça va avoir beaucoup plus de liberté de manœuvre dans les zones où se trouvent des troupes de Hamas. Ouais. Alors, ce qu'on disait, parce qu'il est question d'une possible date butoir pour ce désarmement du Hamas fixé par les États-Unis, est-ce que vous pensez que Donald Trump, cette fois-ci, est sérieux? Parce qu'on se souvient qu'il s'est déjà montré menaçant à l'automne dernier, sans que cela ne soit suivi de faits. Oui, j'en suis sûr. La seule question est l'équilibre de force, l'équilibre d'attention d'un président américain qui s'occupe vraiment de beaucoup de choses à la fois, que ce soit l'Iran, le Venezuela, la Chine, la Russie, l'Ukraine, etc. Mais j'en suis sûr parce que le président est bien engagé. Il a dit à plusieurs reprises qu'il voit le futur de la bande de Gaza avec de prospérité économique, etc., mais sans le Hamas, et moi j'ose de le dire, sans l'autorité palestinienne. Alors, dans les conditions américaines, dans les conditions israéliennes, mais oui, ça va se passer, le Hamas va se faire démanteler. Je pense que le public israélien ne va pas laisser passer ce genre de menaces, et après avoir subi le pire massacre sur le peuple juif depuis le Shoah. Alors ça ne peut pas passer. Ouais, c'est la ligne rouge, effectivement. Merci beaucoup, Ori Sahar, d'avoir été avec nous en direct dans la grande édition. Allez, on en vient à ce qui reste sans doute le dossier qui maintient l'ensemble du Moyen-Orient sous haute tension. On essaye, je trouve, de se repérer entre la réalité du terrain, cette accumulation de forces américaines autour de l'Iran, et puis cette porte qui semble encore ouverte au dialogue. Tout en étant fier de son armada, Donald Trump encourage Téhéran à conclure un nouvel accord. Et en face, le régime menace d'un embrasement total en cas d'intervention. État des lieux, d'abord avec Mathieu Winding. La prochaine attaque serait bien pire. Aussi bien sur son réseau social que dans un meeting, le président américain prévient l'Iran que le temps presse et qu'il préfère toujours la voie diplomatique. Hier soir dans l'Iowa, Donald Trump rappelle le succès de l'opération américaine Midnight Hammer contre les installations nucléaires iraniennes. D'ailleurs, une autre magnifique armada navigue actuellement vers l'Iran. Nous verrons bien. J'espère qu'ils concluront un accord. Ils auraient dû conclure un accord dès le début. Sur son réseau social, Donald Trump précise que la flotte envoyée était désormais plus importante que celle envoyée au Venezuela. Le président américain a également ordonné des manœuvres militaires à travers les bases américaines au Moyen-Orient. Des discussions secrètes seraient en cours entre Washington et Téhéran. Depuis la capitale iranienne, le ministre des Affaires étrangères réfute l'existence même de négociations directes avec les États-Unis. Il n'y a eu aucun contact entre M. Witkoff et moi-même ces derniers jours et nous n'avons formulé aucune demande de négociation. Bien sûr, divers intermédiaires ont pris contact. Différents pays tentent en toute bonne foi de jouer un rôle et nous sommes en contact avec eux. Mais aucune décision n'a encore été prise et aucune demande n'a été formulée de notre part. Pour le chef de la diplomatie iranienne, non seulement son pays ne veut pas négocier sous la menace, mais les demandes formulées à Téhéran sont trop importantes. Cependant, Abbas Araghchi a discuté de désescalade avec ses homologues égyptiens et qataris. Le président iranien s'est entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Selon lui, Téhéran est favorable à tout processus, dans le cadre du droit international, visant à prévenir la guerre. Mohamed Ben Salman a également pris position pour un règlement diplomatique du conflit. Il a d'ailleurs fermé son espace aérien pour toute action militaire contre l'Iran. Les Émirats arabes unis ont pris une mesure similaire. Les gardiens de la révolution ont eux envisagé des plans de riposte avec les proxys chiites qu'ils financent et commandent. Les milices en Irak, les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban se disent prêts à répondre si l'Iran était attaqué. L'inquiétude des monarchies du Golfe. Pour aller plus loin, notre expert défense de retour nous rejoint enfin, Mathias Inbar. Bonsoir. Bonsoir. On est réduit, Mathias. Vous m'avez appelé, je reviens, c'est tout. Eh ben oui, toujours au rendez-vous fidèle. Alors, c'est vrai qu'on est réduit parfois aux pronostics, Mathias, aux estimations. Comment est-ce qu'il faut percevoir, d'après vous, d'abord ce déploiement américain qui n'en finit plus? Là, c'est du jamais vu. Là, c'est du jamais vu. Et en même temps, il faut quand même faire de l'ordre dans ce qui est en train de se passer, David. Clairement, Donald Trump, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des sources bien placées et du côté de Jérusalem et du côté de Washington, a plusieurs fois donné son aval à une opération et s'est rétracté. Donc, cela veut dire que tous ceux qui disent
ça va arriver demain, après-demain, dans une semaine, se trompent ou alors ne disent pas la vérité parce qu'ils ne savent pas. Parce que même les renseignements israéliens ont du mal à percevoir la réelle stratégie de Donald Trump, ou du moins le calendrier de la stratégie de Donald Trump. Aujourd'hui, le président américain l'a compris qu'il faut non pas attaquer que l'Iran, mais véritablement une opération multifront, parce qu'il y a des dérivés de l'Iran. Il y a les Houthis, les rebelles Houthis qui ont menacé de s'en prendre à des navires américains. Il y a également des milices en Irak qui peuvent très bien se déplacer, aller en Syrie. Et là, ça devient un autre problème parce que ça deviendrait aussi le problème d'Israël par rapport à la frontière syro-irakienne israélienne. J'ai envie d'aller plus loin. Il faut comprendre aussi, lorsqu'on dit frappe en Iran, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a deux Irans aujourd'hui, David. Il y a l'Iran, l'État, le régime des mollahs, le guide suprême, mais il y a surtout les gardiens de la révolution. Et si vous frappez l'État en laissant les gardiens de la révolution, vous transformez l'Iran en une sorte de Corée du Nord, c'est-à-dire un État militaire. Et, je vais plus loin, les gens ne le savent peut-être pas, mais les gardiens de la révolution, aujourd'hui, selon la constitution iranienne, n'ont pas le droit de tenir des rôles politiques. Donc, en fait, si jamais l'État en tant que tel tombe et qu'on laisse les gardiens de la révolution, ça voudrait dire finalement qu'ils prennent le pouvoir, une sorte de putsch, et on transforme l'Iran en Corée du Nord. Ce serait presque pire. Alors Mathias, vous avez parlé des Houthis, et on note l'ambition de Téhéran, c'est vrai, de remobiliser son axe chiite, notamment les Houthis du Yémen en mer Rouge. La mer Rouge, c'est une zone qui s'annonce décisive justement en cas de conflit, en cas de confrontation. Vous connaissez le film Piège en haute mer? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, quasiment 80% des importations et exportations israéliennes sont réglées soit par les airs, soit par la mer. Si vous fermez la mer, c'est une sorte de casus belli comme 67 et 56, la crise de Suez. Les Égyptiens ont fermé et à l'époque, difficile d'entrevoir aujourd'hui que les Français et les Anglais viennent à la rescousse d'Israël comme ils l'ont fait dans la crise de Suez en 56. Si vous fermez aujourd'hui cette mer Rouge, eh bien, tout simplement, il n'y a plus de navires qui passent. Donc, c'est le problème non pas que des États-Unis, mais également d'Israël et d'autres pays. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de guerre multifront, si vous n'arrivez pas à régler le problème dans son intégralité, c'est comme si finalement vous aviez mis un pansement sur le problème, la plaie reste toujours la même. Voilà, et retour à la case départ. Un dernier commentaire rapide, Mathias, sur cette inquiétude des Saoudiens, on l'a évoqué, des Émiratis aussi. Est-ce que c'est la vitrine de dire on va fermer notre espace aérien pour d'éventuelles attaques américaines, ou bien la réalité, ce sera que de toute façon, cet espace aérien sera utilisé par les Américains, voire les Israéliens? Vous savez, c'est comme les Français qui avaient dit à l'époque non, mais nous n'avons pas défendu Israël, puisqu'ils étaient en Jordanie, mais nous avons défendu les intérêts français en Jordanie. Au final, le résultat est le même. 2 plus 2, ça reste 4. Vous pouvez faire le diviser dans tous les sens, ça reste 4. Donc, en fait, les Français ont défendu, quoi qu'il arrive au final, aussi les intérêts israéliens, comme, à un moment ou à un autre, si l'oncle Sam, en l'occurrence le président américain, dit aux Émiratis et aux Saoudiens qu'il va falloir utiliser leur ciel pour frapper, ils seront presque obligés de répondre présent, comme les Qataris, où il y a la 5e flotte américaine. N'oubliez pas l'Azerbaïdjan aussi, n'en déplaise un certain rôle crucial, effectivement. Merci beaucoup, Mathias Inbar. On ajoute ce soir, on apprend à l'instant, que la France soutient, vous en parlez de la France, Mathias, la France soutient ce soir l'inscription des gardiens de la révolution islamique d'Iran sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. C'est Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui l'annonce donc officiellement ce soir sur X, la fin d'un long et étonnant suspense sur cette question concernant la France. Allez, gros plan également sur le bilan humain de ce mouvement de contestation en Iran. Les données fournies par le régime sont invérifiables, évidemment, et d'autres sources fournissent des chiffres qui font froid dans le dos. Sandy Fortis va nous expliquer. Bonsoir Sandy, parce qu'on parlerait de plusieurs dizaines de milliers de morts en quelques jours à peine. Oui, David, sans surprise, les chiffres publiés par le gouvernement iranien sont largement inférieurs à ceux publiés par d'autres sources. 3000 décès selon le régime des mollahs,
Au moins 6 000 vérifiés selon l'organisation américaine Human Rights Activist News Agency, dont les chiffres se sont avérés fiables lors de précédentes répressions. Elle enquête par ailleurs sur plus de 17 000 autres décès enregistrés, ce qui porterait le total possible à environ 22 000. Et selon d'autres estimations qui viennent cette fois de médecins basés hors d'Iran, on parlerait en réalité de 33 000 morts, voire plus. C'est ce qu'affirme une enquête particulièrement inquiétante publiée hier par The Guardian. Elle rapporte plusieurs témoignages de médecins en Iran, des témoignages vérifiés, recoupés provenant de morgues, de cimetières et d'hôpitaux du pays, qui ne concernent d'ailleurs pas seulement le nombre de décès, mais aussi des efforts des autorités pour dissimuler l'ampleur réelle du bilan. On parle de corps transportés dans des camions de glace, de viande, de piles de morts enterrées à la hâte et de centaines de corps qui disparaissent du réseau d'établissements médico-légaux. L'enquête du Guardian aborde aussi les types de blessures constatées selon des médecins et des employés de morgue. Les blessures constatées sur des patients, des corps indiquent des meurtres et des mutilations délibérées et systématiques de manifestants et non des tirs aléatoires et chaotiques. Dans certains cas, des marques d'exécution ont été remarquées, des corps présentant des blessures par balle à bout portant à la tête, transportés de morgues d'hôpitaux alors qu'ils étaient encore avec des cathéters ou des sondes. Or, ces instruments médicaux sont généralement retirés après le décès. Donc, leur présence laisse supposer que ces personnes sont mortes alors qu'elles étaient encore sous surveillance médicale. Et alors que les témoignages recueillis semblent plus terribles les uns que les autres, une inquiétude monte, celle que le bilan réel des morts ne soit jamais connu en raison de cet effort national orchestré par les autorités pour masquer le bilan des décès. Des méthodes utilisées visant non seulement à réprimer les contestations, mais aussi à étouffer la mémoire. L'effroyable réalité iranienne. Merci beaucoup, Sandy Fortis. Et il est temps de passer à l'édito ce soir de Christian Mallard. L'armada US, on le disait, vient d'entrer dans les eaux du Golfe. C'est donc la perspective d'une action militaire qui se rapproche. Christian Mallard, bonsoir. Christian, notre consultant diplomatique dans nos studios à Paris. Le régime iranien est-il aux abois en ce moment ? Si le régime iranien est un ramassis de voyous assassins, de tricheurs, de menteurs, c'est aussi un ramassis de maîtres chanteurs. Les ayatollahs ont tellement peur d'une attaque israélo-américaine qu'ils en viennent à mettre en demeure leurs voisins arabes. Que leur disent-ils ? Ne vous avisez pas de laisser les États-Unis et Israël utiliser vos territoires et vos espaces aériens pour nous attaquer. Sinon, vous aurez affaire à nous. Ils menacent aussi de bloquer le détroit d'Ormuz par où transite 40% du commerce mondial. Leurs menaces vont même jusqu'à déclarer, je cite, « Si l'Union européenne qualifie de terroristes des gardiens de la Révolution, les conséquences seront destructrices. » On est en pleine guerre d'intimidation. L'Union européenne, le camp occidental ne doivent pas obtempérer face à des pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar qui jouent la carte iranienne. À noter l'initiative du chef de la diplomatie italienne qui va proposer à ses collègues de l'Union européenne d'ajouter le GRI, c'est-à-dire l'armée islamique de la République d'Iran, sur la liste des organisations terroristes. Tout le monde, en fait, joue à se faire peur, mais jusqu'à quand ce petit jeu peut-il durer ? On rappelle que la France, ce soir, annonce donc qu'elle va participer à cette inscription des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. Merci beaucoup, Christian Mallard, depuis Paris et nos studios. En bref, un mot sur l'un des principaux alliés de l'Iran dans la région, le Hezbollah libanais, qui pourrait changer de leadership. Téhéran envisagerait de remplacer le successeur de Hassan Nasrallah, Naïm Qassem, vous le voyez, qui serait jugé inefficace par les Iraniens et dont l'autorité est même contestée au sein même de la milice chiite. D'après nos informations, le Hezbollah est en proie actuellement à de fortes tensions internes à suivre de près. On va faire maintenant un détour par Washington avec notre correspondant Antoine Lard qui nous attend dans le froid de la Maison-Blanche. Bonjour Antoine, d'abord le point avec vous sur l'atmosphère justement à la Maison-Blanche en ce moment et puis sur les dernières déclarations bien sûr de Donald Trump. Oui, de la dernière déclaration concernant l'Iran, puisque Donald Trump a publié un message très menaçant ce matin sur son réseau social. Il montre les muscles en rappelant qu'une armada est déployée au large de l'Iran. Et surtout, il lance un ultimatum au régime des Mollahs en disant que les Mollahs doivent venir s'asseoir à la table des négociations pour conclure un accord sur le nucléaire. Faites-le vite avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est désormais compté. Voilà ce qu'écrit Donald Trump, qui, en cas de refus, promet une réponse encore pire que la précédente, des frappes donc
donc bien pire, dit-il, que les frappes de juin dernier contre les installations nucléaires iraniennes. Alors Trump ne dit pas les cibles qui pourraient être visées cette fois-ci, mais, et c'est très intéressant, dès le début de son message, il fait explicitement référence au Venezuela en disant que son armada est prêt à frapper avec la même force que contre Maduro. Entre les lignes, on peut donc y lire une menace de tout simplement renverser le régime iranien. Il est probablement encouragé en cela par les informations des services de renseignement américains qui l'ont briefé ces derniers jours et qui lui ont indiqué que le régime d'Ebola n'a jamais été aussi faible depuis qu'ils ont pris le pouvoir, l'Ebola, avec la révolution de 1979. Effectivement. Et puis un autre élément qu'on voulait commenter avec vous, Antoine, ce soir, c'est les déclarations de Binyamin Netanyahou qui visent l'ancien président américain Joe Biden. Alors il lui reproche en gros ce fameux embargo partiel au printemps 2024 sur des armes fournies à Israël. Exactement, et ces déclarations font réagir Amos Hochstein, notamment l'ancien conseiller aux affaires du Moyen-Orient de Joe Biden. Hochstein qui rappelle les faits. D'abord, l'aide colossale que Joe Biden a versée à Israël dès le lendemain des attaques du 7 octobre, 20 milliards de dollars au total. Il y a eu à l'époque, c'est vrai, un pont aérien pour fournir une quantité de matériel absolument considérable. Jamais les États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'avaient autant aidé l'un de leurs alliés. Hochstein qui rappelle aussi le déploiement de 2 porte-avions dans la région, les efforts de Joe Biden pour éviter que le conflit devienne régional, les 2 fois où les États-Unis sont intervenus pour protéger Israël d'une attaque de drones et de missiles menée par l'Iran. Face à tout cela, Hochstein dit que la seule réponse possible de Benjamin Netanyahou, ce devrait être de dire merci. Il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu d'embargo sur les armes ici aux États-Unis. Il y a eu des tentatives au Congrès, certains élus de l'aile gauche du Parti démocrate qui ont tenté de faire passer des textes pour empêcher les États-Unis de livrer toute arme à Israël, mais ces textes n'ont jamais obtenu la majorité au Congrès. Ils ne sont jamais passés. La seule chose que Joe Biden a faite, c'est, sous la pression d'une partie de l'opinion publique, de ne plus fournir les bombes les plus puissantes qui étaient jusqu'ici données à Israël, ces bombes de 1000 tonnes que finalement Donald Trump, lorsqu'il est revenu au pouvoir, a à nouveau accordé à Israël. Mais c'est la seule chose que Joe Biden a faite. Et d'ailleurs, Joe Biden, son soutien à Israël, son soutien indéfectible, lui a été reproché par une bonne partie de la gauche américaine qui ne comprenait pas pourquoi il continue à fournir des armes à Israël malgré la guerre à Gaza et les morts civiles. Règlement de compte. Donc, Antoine Delard, merci beaucoup en direct ce soir d'une Maison Blanche, plus blanche que jamais avec ce joli manteau de neige. Et on veut comprendre le pourquoi de cette rancœur entre démocrates américains et gouvernement Netanyahou. Ce sera le parti pris de cette édition. C'est Daniel Haïk qui est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir notre analyse. Daniel, sans remettre en cause la réalité des conséquences malheureusement de cet embargo partiel, on est en droit de se demander pourquoi le Premier ministre israélien évoque cette affaire maintenant, précisément. Alors, on va dire qu'il y a 2 explications possibles, une explication plus soft, une explication plus, on va dire, hard, on va dire. L'explication plus soft, c'est parce que Binyamin Netanyahou dit et répète depuis plusieurs semaines qu'il veut faire de l'État d'Israël une puissance militaire qui soit autonome par rapport aux Américains, qui ne soit pas dépendant de l'armement américain. Et là, il fait un lien qui n'a pas toujours été fait automatiquement, mais bien entendu que les Israéliens ont ressenti, parce qu'effectivement, tout le monde se souvient qu'à une période, c'était au mois de mai 2024, le président américain de l'époque, Joe Biden, avait gelé l'acheminement d'armes vers Israël au milieu de la guerre. Pourquoi ? Il faut rappeler le contexte. C'était à l'époque Binyamin Netanyahou, l'armée israélienne, qui voulait conquérir la ville de Rafah. Or, les Américains s'y opposaient farouchement. C'est vrai que jusque-là, les Américains avaient acheminé des trains aériens via des trains aériens, des points aériens, par exemple, incessants, des milliers et des milliers de tonnes de munitions et d'armes. Mais là, les Américains ont dit non. Nous ne sommes pas prêts à cautionner une telle opération parce que cela risque de coûter cher en vie humaine. Et la crainte, comme l'a dit Antoine, c'était que donc, les Israéliens utilisent une partie de l'armement fourni, à savoir des bombes de plus d'1 tonne qui auraient pu coûter cher en vie humaine dans la population civile palestinienne. Finalement, on le sait, Binyamin Netanyahou et Tzahal ont conquis la bande de Gaza. Et cet acheminement de bombes a été suspendu pendant plusieurs mois. Il a été repris au moment de l'élection de Donald Trump. Ça, c'est la première version. Elle explique pourquoi Binyamin Netanyahou veut que l'État d'Israël soit autonome sur le plan militaire. La deuxième version, on peut dire, c'est un échange, on va dire, un renvoi d'ascenseur de la part de Binyamin Netanyahou à Donald Trump. Parce que Donald Trump à plusieurs reprises ces derniers mois a plaidé la cause de Binyamin Netanyahou afin qu'il reçoive l'amnistie du président dans les dossiers qui le concernent, les procès qui le concernent. Et là, quelque part,
c'est une occasion pour Benjamin Netanyahu d'envoyer une petite pique à Joe Biden et de renvoyer l'ascenseur à Donald Trump en disant, voilà, votre adversaire politique n'a pas été correct. Et effectivement, on va le rappeler. Il n'est pas impossible que Donald Trump ait dit, ça serait bien, et dit à Benjamin Netanyahu, ça serait bien que vous disiez un mot pas trop gentil sur Joe Biden. C'est peut-être un peu ce que Benjamin Netanyahu a voulu faire hier à la fin de sa conférence de presse. Voilà, échange de bons procédés entre vieux amis. Merci beaucoup, Daniel Eric, pour ce parti pris. Allez, parenthèse économie en lien évidemment avec les États-Unis. C'est la séquence en 3 questions. On va ce soir se pencher sur l'état de santé du dollar américain. Alors, la devise américaine qui n'en finit plus de s'affaisser, notamment face au yen ou à l'euro et face au shekel israélien, eh bien, il est tout près, le dollar, de son plus bas historique. Alors, pourquoi et surtout, qui sont les vrais gagnants et les perdants? Un expert va nous le dire. Bonsoir Gilles Belaïch et merci d'être avec nous ce soir, président du groupe Financial Partners, président de l'Agence mondiale également de lutte contre le financement du terrorisme. Alors d'abord, pourquoi le dollar est-il orienté à ce point à la baisse ces derniers temps? Alors en fait, on anticipe clairement la baisse des taux américains. En synthèse, plus on va avoir des taux d'intérêt américains qui vont baisser, et là on est déjà à la 3e baisse depuis le début de l'année, et plus on va se retrouver dans une position où l'économie américaine va forcément être bien moins attractive que dans le passé, où on avait des bons du Trésor qui étaient déjà rémunérés à 5%. Là, on est descendu à 3,75%. On va aller progressivement vers 3,25%. Donc, on est obligé d'être plus attractif et pour ce faire, avoir un taux de dollar qui va être très en dessous de ce que c'était dans le passé. Mais in fine, c'est pas si mal pour l'économie américaine et pour ses exportations. Alors justement, on y vient à ça. Vous dites donc baisse, c'est mécanique, baisse des taux d'intérêt, baisse du dollar. Mais est-ce que c'est positif ou négatif d'un point de vue économique et politique pour Donald Trump? Parce que vous le dites, le président américain affirme que c'est formidable pour les exportations américaines. C'est exactement ça. Il avait dit même au tout début de son élection, donc on ne peut pas dire que ce soit un hasard, lui il a toujours plaidé pour un dollar qui soit extrêmement faible, tout simplement parce qu'il est persuadé que la balance américaine va être très profitable avec le commerce extérieur. On le voit, il veut absolument réduire les importations aux États-Unis avec les droits de douane, il veut que la machine américaine soit très très forte à l'exportation, et puis à la fin, qui est-ce qui va payer? C'est la dette américaine qui est bien sûr significative, mais lui, en fait, il s'en fiche totalement de cette baisse américaine-là. Donc, en fait, il dit 35 000 milliards de dollars de dette, c'est rien, mais par contre, 1% d'écart sur le taux de la Fed américaine, ça a un impact de 35 milliards de dollars d'intérêt par an pour les États-Unis. Donc, il a intérêt à avoir un dollar qui est plus faible et donc avoir une dette qui est moins coûteuse. Ouais, effectivement. Un dernier mot, la 3e question, Gilles. Du point de vue d'Israël maintenant, ce shekel fort et ce dollar faible, est-ce que ça fait les affaires d'Israël en ces temps de vives tensions régionales et internationales? Alors oui, normalement, c'est censé être très bon pour nos importations, même si le consommateur ne le voit pas toujours. C'est bon pour l'importation, c'est bon en termes d'image aussi. Ça prouve qu'aujourd'hui, on fait partie des devises les plus fortes dans le monde, pas uniquement dans la région, puisqu'on voit que tout ce qui peut impacter, y compris dans la zone Moyen-Orient, n'impacte pas le shekel. Ça veut dire un marché économique fort, c'est-à-dire beaucoup de devises étrangères qui rentrent en Israël et donc qui sont converties en shekel, et une grande force des marchés et surtout un nouveau souffle de reconnaissance de l'économie israélienne après ces temps difficiles. Ouais, une incroyable vigueur effectivement de l'économie israélienne. En tout cas, impact mondial pour ce dollar en chute libre. Merci beaucoup Gilles Belaïch pour cette analyse ce soir en 3 questions. Le petit concentré d'infos du jour, c'est maintenant avec l'info chrono. Illustration des tensions qui traversent le Moyen-Orient. La compagnie hollandaise KLM fait demi-tour. Aucun vol vers Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre. Hier, KLM avait pourtant annoncé la reprise de ses liaisons en direction d'Israël après les avoir déjà annulées le week-end dernier. La compagnie justifie sa décision par la situation géopolitique, évidemment, et dit vouloir ériger la sécurité des passagers et des équipages comme priorité absolue.
Tentative d'attaque terroriste cet après-midi au checkpoint des tunnels au sud de Jérusalem. Des gardes-frontières ont repéré un individu arrivant à pied depuis la Judée-Samarie. C'est lors du contrôle d'identité que le terroriste a soudainement sorti un couteau, poussant les agents à ouvrir le feu. Le terroriste a été abattu, aucun blessé n'est à déplorer. Parmi les forces de sécurité, le secteur a été brièvement bouclé. Une enquête a été ouverte. Mystère à Paris suite à une série de fausses alertes à la bombe. Elles ont perturbé la journée d'hier en Île-de-France, conduisant à l'évacuation de plusieurs établissements scolaires et autres sites sensibles dans la capitale ainsi qu'à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Au total, 6 lieux ont été concernés, dont des lycées, une école israélite, des synagogues et le magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, visé déjà en 2015 par un attentat terroriste. Une enquête, là aussi, a été ouverte. Enfin, cela restera son tout premier acte en tant que président du Honduras. Nasri Asfoura a réservé l'honneur des premières lettres de créance qui lui ont été remises à l'ambassadeur israélien, Nadav Goren. La cérémonie a eu lieu quelques minutes à peine après avoir prêté serment en tant que chef de l'État. On rappelle que Nasri Asfoura est d'origine palestinienne. Et on va réouvrir à présent notre dossier de la semaine, les Arabes israéliens, identité et perspective. Ce soir, 3e volet et aspect essentiel, c'est la politique. Gros plan sur ces petits partis qui pèsent tellement sur le paysage électoral. Ils détiennent peut-être la clé des prochaines élections. Les partis arabes ont annoncé la semaine dernière leur alliance en vue des prochaines législatives qui sont prévues dans le courant de l'année. Dépasseront-ils ensemble le record de 2020 avec 15 sièges de députés sur 120 ? Mais cette alliance est-elle si naturelle ? Communiste, nationaliste ou islamiste ? Leurs divergences ne sont que le reflet de la pluralité d'opinions au sein de la minorité arabe. Panorama complet d'abord en compagnie de Déborah Benayoun. Cette image date de jeudi dernier. Elle a été prise à Sarnin, dans le nord d'Israël. On y voit les 4 chefs de partis arabes israéliens, main dans la main. Et pour cause, ils ont signé un accord visant à œuvrer à la reconstitution de la liste unifiée, symbole de l'unité politique arabe en Israël. Les chefs de Hadash, Ra'am, Ta'al et Balad ont apposé leur signature sur un document rédigé à l'occasion d'une mobilisation nationale contre la flambée de la criminalité dans les localités arabes. Pourtant, cette tentative de réunification a longtemps été jugée improbable. Islamistes, communistes, nationalistes, des courants idéologiques parfois opposés, qui cherchent néanmoins à parler d'une seule voix avant les prochaines élections. En 2020, ce bloc intitulé Liste arabe unifiée avait atteint un record historique de 15 sièges à la Knesset. Mais cette alliance a volé en éclats, révélant des fractures profondes sur une question centrale. Faut-il participer pleinement au jeu politique israélien ou rester dans une posture de contestation depuis l'intérieur ? D'un côté, Ra'am, le parti islamiste dirigé par Mansour Abbas, incarne la ligne pragmatique. Son choix en 2021 de rejoindre la coalition Bennett-Lapid pour écarter Benyamin Netanyahou du pouvoir a marqué un tournant. Pour la première fois, un parti arabe était partie prenante d'une coalition gouvernementale. Un tabou est brisé. Objectif affiché, obtenir des budgets, lutter contre la criminalité dans les villes arabes, peser concrètement sur les décisions. Face à lui, des partis plus idéologiques. Hadash, d'inspiration communiste, défend une égalité civique complète et une coopération avec la gauche juive. Balad, nationaliste palestinien, refuse toute légitimation d'un État juif et prône sa transformation en un État binational ou laïque. Entre les deux, Ta'al est plus pragmatique dans le discours, mais très attaché à l'identité nationale palestinienne. Ces divergences expliquent pourquoi l'union n'a jamais été naturelle. Coopérer avec un gouvernement sioniste pour améliorer le quotidien ou maintenir une ligne dite de résistance politique au nom du conflit israélo-palestinien, le débat traverse toute la société arabe israélienne. Pourtant, le système électoral proportionnel rend ces partis incontournables. Avec des blocs juifs parfois incapables de former seuls une majorité stable, quelques sièges arabes peuvent faire basculer une coalition. Aujourd'hui, la relance d'une alliance unifiée répond à un calcul simple. Unis, les partis arabes peuvent redevenir une force charnière. Désunis, ils risquent la marginalisation, voire l'élimination pour certains, en raison du seuil électoral. Reste à savoir si la ligne pragmatique et la ligne idéologique peuvent cette fois cohabiter durablement. Alors on garde en mémoire qu'en 2021, souvenez-vous, les 4 députés du parti Ra'am avaient suffi à écarter du pouvoir durant plus d'un an Binyamin Netanyahou et ils avaient permis la formation du gouvernement Lapid-Bennett. Bonsoir Déborah Benayoun. Déborah, retour avec vous sur une séquence, on va dire, qui restera historique. Oui, on peut presque dire finalement qu'en juin 2021, l'histoire se joue dans un hôtel discret de Tel Aviv, puisque à l'époque, autour de la table se trouve Mansour Abbas, le leader du parti islamiste Ra'am, mais aussi Naftali Bennett, à l'époque chef du parti Foyer Juif, un parti nationaliste religieux, et enfin Yair Lapid, le chef du parti centriste
centriste Yesh Atid. Alors a priori, c'est plutôt 3 univers politiques peu compatibles entre eux, mais le calcul des sièges est assez rapide à faire puisque sans les 4 mandats obtenus par Ra'am lors des élections, impossible d'obtenir les 61 députés qui permettent donc une majorité absolue à la Knesset et donc de pouvoir gouverner. Conséquence, pendant des semaines, les discussions se font dans le plus grand secret. Mansour Abbas pose ses conditions. Il demande la reconnaissance officielle de villages bédouins, des budgets contre la criminalité et aussi des investissements dans les infrastructures arabes. En échange, il accepte ce que personne n'avait osé accepter avant lui, à savoir soutenir un gouvernement sioniste. Problème pour ses détracteurs, il s'agit d'une trahison. Pour la première fois, un parti arabe ne se contente plus de protester, il négocie. L'accord est quand même signé, la coalition finit par voir le jour et Benyamin Netanyahou est écarté provisoirement en tout cas du pouvoir au profit du duo Lapid-Bennett et donc pendant quelques temps, le sort du pouvoir en Israël a finalement reposé sur la décision d'un parti islamiste arabe. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Et pour mieux comprendre, un ancien ministre israélien nous fait l'honneur de nous répondre ce soir depuis Washington. C'est Ayoub Kara, bonjour et merci à vous, ancien député Likoud à la Knesset et donc ancien ministre israélien des communications. Alors on a bien compris que cette alliance entre les partis arabes, elle ne va pas de soi. Est-ce qu'on peut imaginer, une fois les élections terminées, une scission en fonction des résultats ? Tout d'abord, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une scission, mais ça n'est pas là la question. On essaye ils croient qu'ils vont avoir plus de force pour renverser le pouvoir en Israël. Mais en fait, il y a une majorité de Juifs qui est pour la droite parce que les gens qui parfois ne disent pas la vérité, alors ils ne le disent pas, mais on voit qu'ils célèbrent toutes sortes de choses qui sont bonnes pour les Palestiniens et qui sont en fait des ennemis d'Israël. On voit des déclarations, les déclarations qu'ils font, et ça n'existe dans aucun autre pays. Donc, s'ils s'unissent, cela aura un impact sur des voix du centre qui passeront à la droite parce qu'ils ne voudront pas donner de l'influence à ces gens-là qui ne veulent en réalité pas faire partie de l'État d'Israël. Ils ne veulent que des droits et pas de devoirs. Et ils ne s'identifient même pas vraiment à l'État d'Israël. Donc, toute cette union, ça n'est que des déclarations et cela n'aura aucun impact. Même s'ils obtiennent 20 sièges au lieu de 15, eh bien, cela ne créera aucun changement du paysage politique. Je suis convaincu que la droite demeurera au pouvoir. Alors, cela ne veut pas dire qu'ils ne fassent pas partie de la coalition, parce que certains d'entre eux peuvent faire partie de la coalition, mais uniquement si la droite a déjà 61 sièges. Mais dans le fond, cette union des partis arabes, c'est quoi le socle ? Est-ce qu'elle est fondée sur une véritable vision politique commune, peut-être la solidarité à la cause palestinienne avant tout, ou bien sur un simple calcul électoral à la base ? À mon avis, tout leur objectif, c'est de nuire à la droite israélienne, parce que la droite leur dit la vérité en face. Malheureusement, la gauche continue avec ses hallucinations des accords d'Oslo et de ce qui est venu après. Et ils aiment bien cela ils font cela parce que cela amuse les pays qui sont contre nous, les organisations terroristes. Donc ils veulent imposer, comme on a vu que les accords d'Oslo ont été adoptés grâce à 2 députés arabes, et on le regrette encore aujourd'hui, ils veulent parvenir à 2 États, même si un des 2 États est un État terroriste. Et moi, ils ne disent qu'ils ne veulent pas d'ailleurs vivre dans cet État terroriste parce que, en tant qu'Arabes, eh bien, ils ont les mêmes droits que les Juifs ici en Israël. Donc, quand on parle de leur force électorale, leur objectif premier, c'est de saper les fondements démocratiques de l'État d'Israël. Et justement, on entend en ce moment à droite certains cadres de la droite qui disent que cette alliance arabe, elle pourrait pousser les électeurs qui hésitent encore de la droite israélienne à voter entre Netanyahou et Bennett, eh bien de choisir justement Netanyahou pour éviter de se retrouver avec, encore une fois, une coalition Bennett, la gauche et les partis arabes. Est-ce que c'est votre avis ? Tout d'abord, je pense qu'il y aura d'autres candidats.
qui ne se sont pas encore déclarées. Les choses ne sont pas définitives. Aujourd'hui, on a des personnages qui sont déjà à la Knesset, mais je pense qu'il y aura des officiers supérieurs de l'armée, des gens de droite, et je pense que rien n'est définitif. Ce qui est certain, c'est que les gens ne voteront pas pour Bennett parce qu'il a trahi la droite. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le voit à droite. Et il est très clair que c'est la droite qui va avoir la victoire. Est-ce que ce sera Netanyahou ou un autre leader de droite? On le verra. Mais en fin de compte, tous les candidats de droite ont le potentiel de devenir Premier ministre plus que Naftali Bennett, parce que après ce qui s'est passé le 7 octobre, le peuple est à droite, y compris d'ailleurs de nombreux Arabes qui cette fois-ci vont voter pour la droite, parce que ils voient que ces partis arabes, ça n'est qu'un cirque, un spectacle qui ne contribue à rien. Et certains d'entre eux, comme je l'ai dit, pourront participer à un gouvernement de droite s'il y a 61 sièges sans eux. Un petit mot rapide de conclusion sur ce volet. Est-ce que pour vous aujourd'hui, les électeurs arabes, ils choisissent le pragmatisme, un petit peu comme Raham, et donc intégrer de préférence une coalition, ou bien il y a toujours ce réflexe automatique d'être dans l'opposition ? Il s'agit de partis différents. Il y a dans la société arabe des partis communistes, il y a aussi le mouvement islamique. Qu'ont-ils en commun? Eh bien rien. Le lien est impossible. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a des gens inscrits sur ces listes qui veulent obtenir du pouvoir, ils veulent être élus à la Knesset. Donc, ça n'est pas du tout de l'idéologie, c'est une bataille pour des sièges entre les leaders des divers partis. En fin de compte, je n'ai aucun doute que même s'ils obtiennent 20 sièges, eh bien, ce sera la droite qui composera le gouvernement. Certains députés arabes, peut-être, feront partie de la coalition. Et il me semble ces gens-là peuvent recevoir plus de voix. C'est pourquoi d'ailleurs Mansour Abbas a été élu, parce qu'il a obtenu énormément de choses, parce qu'ils ont vu que ce qui l'intéresse, c'est plus l'égalité des droits et qu'il fait preuve de plus de pragmatisme et moins d'extrémisme. Voilà, en tout cas, deux courants bien distincts. Merci beaucoup à vous, Ayoub Kara, d'avoir répondu à nos questions pour le dossier de la semaine depuis Washington. Voilà donc l'interview de l'ancien ministre Ayoub Kara qui a été réalisée hier dans nos studios. Notre page à présent consacrée à l'antisémitisme. Pas un jour ne passe en Occident sans un nouvel incident. On aurait pu espérer que la journée internationale de commémoration de la Shoah constituerait un temps de réflexion, une pause dans ce cycle de haine anti-juive. Malheureusement, plusieurs incidents ont été recensés, notamment à New York, mais aussi en Pologne. Le tour d'une actualité lourdement chargée, c'est avec Déborah Benayoun. New York, quartier de Forest Hills, dans le Queens hier. Un rabbin est violemment agressé, insulté et menacé en raison de son judaïsme. Son agresseur prend la fuite, mais il est rapidement localisé et arrêté par la police pour crime haineux présumé. Blessé, mais pas grièvement, son état ne nécessite pas d'hospitalisation. Suite à l'agression, plusieurs élus new-yorkais indignés publient une déclaration commune pour la condamner. Sur la plateforme X, le nouveau maire de New York se dit horrifié. En cette journée internationale de commémoration de la Shoah, les New-Yorkais ont été confrontés à une douloureuse réalité. L'antisémitisme n'appartient pas au passé, il représente un danger bien réel qui exige l'action de chacun d'entre nous. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre ville. Je suis solidaire des New-Yorkais juifs et mon administration s'engage à éradiquer cette haine. Zoran Mamdani est néanmoins connu pour ses positions résolument anti-israéliennes. Conséquence, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, décide de lui répondre lors de la conférence internationale pour la lutte contre l'antisémitisme à Jérusalem. Disons-le clairement et sans équivoque, nier le droit du peuple juif, et uniquement du peuple juif à l'autodétermination dans sa patrie nationale, est antisémite. Même si vous êtes le maire de la ville qui compte le plus grand nombre de juifs en dehors d'Israël. Autre incident, cette fois en Pologne. Un employé agresse verbalement un groupe de juifs orthodoxes dans un anglais approximatif. Israël, come back Israel. No here, no here. No here.
You quiet. You quiet. You fucking Israel. It's my country. You only Poland. Why you come in this Poland? Why? Why? My country. No. This is Poland. Is Poland. Enfin, la chaîne BBC a de nouveau fait parler d'elle hier. Elle a même été forcée de présenter ses excuses. La raison ? Plusieurs présentateurs auraient omis de mentionner explicitement que 6 millions de Juifs avaient été exterminés durant la Shoah lors de la couverture spéciale consacrée à la Journée internationale hier. Dans leur annonce, les présentateurs se sont contentés de parler de personnes. Et cette journée internationale de commémoration de la Shoah est aussi l'occasion de découvrir des destins qui sortent de l'ordinaire. On va faire ce soir la connaissance d'un soldat de Tsahal engagé. Son père fut un bébé caché durant la Shoah et c'est peu après ses 50 ans qu'il a fait le choix de s'engager dans les rangs de l'armée israélienne. Bonsoir, Caporal S. Merci d'accepter de répondre aux questions ce soir. On ne dira pas votre nom, évidemment. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter tout simplement ce lien entre l'histoire de votre père et votre décision de venir vivre ici en Israël et puis de s'engager maintenant dans l'armée israélienne? Bonsoir. Et effectivement, pendant en 41, mon père est-ce qu'il est né en 41 pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah, et il a été placé durant une famille en province pendant toute la période de la Shoah pour pouvoir par ses parents pour pouvoir subsister pendant la période de la Shoah. Et l'identification avec le sionisme, avec Israël, a été très fort pendant toute ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quelques années, il y a environ 1 an et demi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à un âge un petit peu avancé à l'armée. Ouais. Alors c'est ça, vous dites que l'histoire de votre famille, c'est celle des valeurs sionistes. Alors, c'est votre mère aussi qui est également venue d'Égypte. Tout ça, ça a forgé justement cet idéal sioniste que vous traduisez aujourd'hui par cet engagement dans le Sahel. Tout à fait. Et j'ai eu la chance, il y a 1 an et demi, de pouvoir rentrer dans des classes pour l'armée. Et depuis, je sers depuis plusieurs mois dans plusieurs l'année passée et cette année également dans la garde, dans le Picouda Oref, dans la garde dans différents endroits dans le pays. Commandement intérieur, effectivement. Pas trop dur, physiquement, mentalement, psychologiquement? Une grande fierté. Grande fierté, on imagine. Alors, vous êtes grand-père aujourd'hui, jeune grand-père, ça se voit pas. Pour vous, la transmission de cette histoire, de ces valeurs, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous, pour vos enfants, petits-enfants? Tout à fait. J'ai essayé de passer les valeurs et de donner de soi-même, du volontariat. Et quand on arrive en Israël, souvent on a des questions, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on ne reçoit pas certaines choses. On est habitué à recevoir peut-être la sécurité sociale en France. Quand on arrive ici, moi j'étais dans une autre optique de dire qu'est-ce que moi je peux donner pour le pays. Je me suis directement engagé dans le volontariat dans la police, ensuite dans le Magen David Adom en tant qu'ambulancier et récemment donc dans l'armée. Et j'ai essayé de passer ces valeurs-là à mes enfants également. Et je pense que c'est bien passé. Vous êtes confiant pour la suite, sur les bons rails, vous diriez, vos enfants et petits-enfants, d'ores et déjà? Excusez-moi? Ils sont sur les bons rails, vos enfants et vos petits-enfants, de ce côté-là, vous dites, en termes d'engagement sioniste. Alors, les enfants et les petits-enfants, tout à fait. Et je pense que ça va suivre également. Ils sont petits, on imagine. Alors, réserviste quand même, plus père de famille, plus chef de projet. Vous faites comment au quotidien? C'est un petit peu ça le miracle israélien, de combiner toutes ces facettes? En quelques mots? En quelques mots, on peut dire que c'est une sorte de miracle. Et c'est aussi une volonté, un souhait de pouvoir donner de soi-même et d'essayer de combiner plusieurs choses en même temps. La vie quotidienne, malheureusement en ce moment une période de guerre, donc également servir le pays suivant les besoins du pays, et également de pouvoir travailler de continuer mon travail en tant que chef de projet dans une banque israélienne lorsque j'ai la possibilité entre les sorties que je fais avec l'armée. Ouais. Beaucoup de travail, beaucoup de missions, malheureusement, effectivement, ces temps-ci, depuis plus de 2 ans maintenant. Merci beaucoup à vous, Caporal S, pour ce témoignage assez unique ce soir. Et en France, le concert qui agace les Insoumis, concert d'Enrico Macias, prévu le 1er février à Romorantin, c'est dans le Loir-et-Cher. La section locale de LFI appelle à l'annulation de l'événement. Mais pourquoi donc Anna Papchashvili? Bonsoir Anna, depuis Paris. Eh bien, que reproche la France Insoumise aux chanteurs de légende? En tout cas, le maire de la ville, lui, dénonce cette démarche des Insoumis.
Bonsoir, oui, réaction ferme du maire de la commune, Jeannie Lorgeau, qui a dénoncé une démarche jugée inacceptable selon ses mots dans ce communiqué qui a été donc publié. L'édile a rappelé le parcours et l'identité d'Enrico Macias, né à Constantine dans une famille juive d'Algérie et profondément marqué par l'histoire tragique de son beau-père, Raymond Leris, figure majeure de la musique arabo-andalouse, assassiné en 1961. Le maire a également souligné l'engagement de longue date de ce chanteur en faveur du dialogue et de la réconciliation entre les peuples juifs et arabes. Toujours selon le communiqué, l'œuvre d'Enrico Macias, notamment la chanson « Enfant de tout pays et de toutes couleurs », s'inscrit dans une démarche de fraternité et de tolérance reconnue bien au-delà des frontières françaises. Dans ce communiqué, le maire de Romorantin, Jeannie Lorgeau, estime aussi que l'appel au boycott dépasse le cadre d'un désaccord politique ou artistique. Cet appel au boycott et à l'annulation lancé par la branche locale de la France insoumise. Il y voit surtout l'expression d'un antisémitisme assumé qu'il juge injustifiable. Pour le maire, la souffrance des civils palestiniens ne saurait servir de prétexte à la stigmatisation d'un artiste en raison de son identité ou de ses convictions. Malgré ces appels à l'annulation ou au boycott de ce spectacle, le concert devrait bien avoir lieu. Il reste encore quelques places pour aller écouter Enrico Macias et ses tubes comme « Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays ». Voilà, immanquable, en tout cas, oui, aux amateurs pour ce concert à Romorantin, prévu le 1er février. Merci beaucoup, Anna Papiachvili, depuis donc nos studios parisiens. On va rappeler, avant de refermer cette édition, cette décision ce soir de la France qui soutient la désignation des gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste, donc inscription sur la liste européenne des groupes terroristes. Annonce faite ce soir par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, le chef du Quai d'Orsay. Voilà, c'est tout pour cette grande édition ce soir. Restez avec nous dans un instant, c'est Raphaël Hassine qui vous attend avec ses invités pour Ça se débat. Très bonne soirée à tous sur iTunes.